Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à une nouvelle émission de Zoom Appalaches. Ce soir, notre invité, c'est un monsieur quand même assez spécial que vous connaissez peut-être pas tant que ça, mais vous connaissez où il travaille. Il travaille à Récupération Frontenac. C'est le directeur général de Récupération Frontenac. Alors, sans tarder, je vous présente monsieur André Junior Saint-Cyr. Monsieur Saint-Cyr, je vous laisse vous présenter. Merci beaucoup, premièrement, de m'accueillir. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir, surtout dans des temps aussi difficiles. Je pensais pas que vous aviez encore le droit, mais je pense qu'on est quand même très bien distancés. On a notre 2 mètres. Il n'y a pas de danger. Non. Ben, tout d'abord, je suis le directeur général de Récupération Frontenac. Ça fait quand même 9 ans là, que je fais la gestion du centre de tri. Puis... écoute, je suis Thetford-Dois. Si tu veux, je me présente dans le sens que mes origines sont ici à Thetford. Mais je demeure actuellement dans la Beauce parce que j'ai marié une Beauceronne. Bon. Mais tout ça dans le but de revenir à Thetford là, très prochainement. Fait que déjà, 8 ou 9 ans comme directeur général, puis une dizaine d'années que je connais l'entreprise Récupération Frontenac. La première année et demie, les 2 premières années, j'agissais là, à titre de consultant avec M. Lessard, M. Guy Lessard, que vous connaissez, le conseil d'administration. Donc, l'entreprise, à ce moment-là, sortait de la grosse crise de 2008. Puis, comme la plupart des centres de tri, ben, on avait quand même de la difficulté là, à reprendre notre souffle parce que la crise, elle avait vraiment été forte. Le prix du marché s'était complètement effondré. Fait que suite à ça, ben c'est là que j'ai connu M. Lessard et les gens du conseil d'administration. J'ai eu un mandat, on a travaillé toute l'équipe ensemble. On a fait des choses extraordinaires. On a développé cette organisation-là. On a passé de 7 000 tonnes métriques la première année à 15 000 tonnes métriques. Et on n'a jamais arrêté d'évoluer. Fait que c'est la beauté de la chose. Puis un an et demi, comme j'ai dit, 2 ans plus tard, j'ai accepté le poste de directeur général. Puis on développe. Écoute, dans la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'on a un conseil d'administration extraordinaire. Combien de membres, le conseil d'administration? 10 membres du conseil d'administration. 10? Ouais. Qui proviennent de différents milieux. Hein? Qui proviennent de différents milieux. Puis notre nouveau président, d'ailleurs, M. Marc Soucy, c'est lui qui est venu en relève à M. Lessard, à M. Guy Lessard, qui est encore sur notre conseil d'administration, bien entendu. C'est un membre important. M. Lessard, il a un bon bagage d'expérience, puis on l'aime bien, hein, comme... Fait que c'est ça. Fait que déjà 10 ans en tout, là, chez Récupération Frontenac, on a fait plusieurs investissements. On n'a pas eu le choix parce que les centres de tri aujourd'hui au Québec puis partout dans le monde, si tu vas pas vers la nouvelle technologie, ben tu vas pas nulle part. Parce que le nerf de la guerre en soi, c'est de fournir à nos recycleurs un produit de qualité. Et si ce produit-là, il n'est pas de qualité, ben tu vas rester pris avec ton stock, puis ça ira pas bien. Fait qu'il faut faire attention quand tu développes un centre de tri. Ben c'est beau aller chercher du volume, c'est beau de dire j'augmente ma production, mais en quelque part, ce que tu fais, il faut que tu le fasses bien. Puis ce qui est intéressant, nous autres, chez Récupération Frontenac, c'est qu'à tous les fois qu'on prend les décisions en lien avec notre développement, qui est le véhicule premier de notre mission sociale, qui est l'intégration des gens qui vivent avec des limitations fonctionnelles, bien, on ne peut pas prendre de décision sans poser la question à notre mission sociale. Est-ce qu'on augmente le tonnage, en fin de compte, pour aller chercher plus de rentabilité ou si on augmente le tonnage pour continuer à développer notre mission sociale? Et c'est la réponse. Fait que si on veut continuer à maintenir puis de créer de nouveaux emplois, ben c'est important de faire évoluer notre centre de tri. C'est important d'avoir une bonne réputation face à nos recycleurs, d'avoir une bonne crédibilité, puis de garantir à tous ces recycleurs-là, que ce soit dans le papier, que ce soit dans le plastique, dans l'acier ou peu importe, bien de leur garantir que le produit qu'on va emmener chez eux, que c'est un produit de qualité. Puis c'est ce qui est intéressant au centre de tri, c'est que souvent il peut y avoir des nouveaux produits, puis on est toujours à l'affût de faire des modifications à nos procédés, puis toujours à la recherche, en fin de compte, d'innover pour s'en aller vraiment là, à prendre un tonnage qui est acceptable en fonction des budgets qu'on se donne, mais je répète, toujours en lien avec le développement de notre mission sociale. Là, on parle de gens qui ont des limitations. Ça représente quel pourcentage? On est à peu près à 67% en moyenne. Là, sur combien d'employés? Récupération Frontenac, on est environ 100 employés. Avec le départ de l'atelier de travail
juin 2017, je te dirais. Vous avez combien d'employés à ce centre-là? On est 11. 11. La principale activité, les deux principales activités, en fin de compte, c'est l'assemblage de bec-verseurs pour DSD International. Puis deux, c'est l'emballage de produits d'érable pour Biodélice. Ah bon? Fait que c'est les deux principales activités qu'on fait depuis le début. Fait que c'est merveilleux. La qualité qu'on fait quand on achemine ces produits-là chez DSD ou chez Biodélice, les gens sont contents parce que c'est... C'est bien fait. Oui, c'est bien fait. Puis ça rapporte des revenus à récupération foncière. Il faut faire attention. C'est pas une entreprise qui est rentable, là. Okay? C'est surtout pour l'intégration. Je te donne un exemple. Okay? Quelqu'un qui est rendu à 60 ans, il lui reste 5 ans à travailler, puis que ça fait, mettons, 20 ans qu'il travaille dans un centre de tri qui est un milieu très industriel. Hein? C'est des machines, puis ça fait... Il y a quand même du bruit, puis il y a quand même des poussières. Fait que des fois, les gens rendus à 60 ou même peut-être 55, ils auraient envie peut-être de connaître d'autres choses. Fait qu'aujourd'hui, on peut leur offrir d'aller à l'atelier de travail. Et là, c'est un environnement qui est complètement différent. Fait que c'est pas des activités payantes parce que c'était pas l'objectif. OK. L'objectif, c'est vraiment de continuer à créer de l'emploi pour des gens qui vivent avec une limitation. Puis nous, de la façon que ça fonctionne, c'est que il y a des comités d'admission, OK, qui sont organisés en lien avec l'Emploi Québec et le CEMO en Chaudière-Appalaches. Puis, habituellement, à tous les mois, on va nous présenter des candidats. Fait en début, je te dis que le centre de tri, il évolue. Il y a de plus en plus de nouvelles machineries qui rentrent, OK? Mais d'un autre côté, il faut mettre des mesures de sécurité parce que la sécurité chez nous, c'est important. Fait que si on parle de mesures de cadenassage, puis qu'il y a des gens, des fois, qui peuvent avoir de la difficulté à comprendre c'est quoi une mesure de cadenassage ou tout simplement ne pas être en mesure d'exécuter la procédure, à ce moment-là, aujourd'hui, on est capable de leur offrir un poste à la convenance selon la limitation fonctionnelle. OK. Avant ça, on ne pouvait pas le faire parce qu'il n'y avait pas d'autre option. Mais maintenant, il y a une autre option, c'est vraiment l'atelier de travail. Fait que c'est ça qui était intéressant. L'autre chose aussi, c'est que ça permet à des gens, comme j'ai dit tantôt, 55, 60 ans, qui veulent faire une fin de carrière, qui veulent s'en aller à l'atelier. Mais il y a aussi un partenariat avec les gens du CI3S. Fait qu'il y a à peu près une quinzaine de personnes qui viennent travailler. Là, je mets une petite parenthèse, avant la COVID, parce que depuis la COVID, on prend quand même certaines précautions. Fait qu'on a dit aux gens du CI3S, regarde, pour l'instant, on va prendre un petit break, mais ça va revenir. Là, ça va finir par finir. Je vais dire comme on dit, ça va finir par finir. Mais il y avait une quinzaine de personnes là, qui provenaient aussi, là, qui proviennent du CI3S. Okay. Fait qu'en tout, mettons 25 personnes à l'atelier, pas mal à temps plein. Là. Ah, c'est bon. Vous parlez d'investissement dans la machinerie et tout ça. Oui. Est-ce que vous êtes les concepteurs? Ou, non, on n'est pas les concepteurs. On n'a pas de système... Vous n'avez pas d'ingénieur qui... On n'a pas d'ingénieur. Ça part toujours je te dirais, de l'évolution. C'est de voir ce qui se passe sur le marché. C'est de voir avec les papetières, les recycleurs ici au Québec, papetières, recycleurs de plastique, peu importe. Ils s'en vont où avec le standard de qualité? Qu'est-ce qu'ils veulent avoir? C'est quoi les ajustements qu'il faut faire? Fait qu'à travers de ça, on dit, wow! Je te donne l'exemple des fameux sacs de plastique. Okay? En 2015, Cascade, il nous rapproche avec raison d'avoir trop de sacs de plastique dans le journal qu'on envoyait du côté de l'Istingues. Fait qu'on fait quoi? On réfléchit et on dit, regarde, la seule moyen d'arriver puis de faire la captation de tous les sacs de plastique que dans ce matériel-là, c'est d'aller vers un tri optique. Donc, on lance un projet. On a dit, si on prend un trieur optique puis qu'on l'intègre sur tel convoyeur principal qui est notre journal, on va être capable d'arriver puis d'en sortir 90%. Et l'autre 10%, ça va être beaucoup moins difficile pour nos trieurs qui vont exercer un contrôle de qualité pour sortir la balance. Et c'est ça qu'on a fait. Mais on n'avait pas le choix. Soit qu'en 2016, on prenne la décision, on continue à faire de l'exportation, puis ils prenaient quand même notre matière comme ça,
ou tout simplement qu'on dit on investit 1,5 million et nous, on continue à alimenter Cascade. C'est le lecteur optique qui a coûté 1,5 million? Ou... Ouais, quand on parle de 1,5 million, il faut faire attention. Tu as le lecteur optique, ça, c'est une grosse boîte avec un système de lumière puis des caméras qui vont reconnaître les propriétés, les couleurs, les dimensions des objets qui vont passer à l'intérieur de la machine. Exemple, une bouteille d'eau. Bon, bien, la bouteille d'eau, le trieur optique, il va le reconnaître. Puis aussitôt qu'il l'a capté, qu'il l'a enregistré, il va communiquer avec un jet d'air qui va venir frapper directement sur l'objet pour la faire dévier sur un autre convoyeur, pour la porter sur un autre convoyeur. Okay? Quand il y a une porte ouverte, les gens ont intérêt à aller voir. Effectivement, comme tu dis si bien, quand il y a une journée porte ouverte, on a eu du succès là, au cours des dernières années. C'est incroyable. Je pense que la première année, là, au-dessus de 1000 personnes. Puis on se demandait, c'est-tu parce qu'on paye les hot dogs? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a du monde comme ça? Mais en fin de compte, les gens ont vraiment, vraiment beaucoup d'intérêt. Fait que quand je parle de 1,5 million d'investissements, là, c'est pas juste la boîte, le trieur optique, c'est la panoplie d'accessoires, c'est des convoyeurs, c'est la panoplie d'équipements qu'on va mettre alentour de ça pour justement fermer la boucle et avoir le meilleur tri possible. Depuis 2008, là, qui a été la période où vous avez été obligé de réagir. Il y a eu combien d'investissements dans l'équipement? On est rendu, on frôle le 8 millions de dollars. 8 millions? Et il y a d'autres investissements qui s'en viennent? Ah, ben absolument. Ben là, écoute, on vient de sortir d'un investissement majeur de 1,3 million. On a intégré là, notre troisième trieuse optique. Fait que ça donne ça donne une efficacité à l'ensemble de nos procédés. C'est vraiment intéressant. Puis là, depuis une couple de mois, je travaille. Je venais de finir le troisième trieur optique, puis je commençais à travailler sur le quatrième trieur optique. J'ai pas répondu clairement à ta question quand tu me dis on n'a pas de système d'ingénierie. Fait que je te dis oui, on réfléchit en fonction des standards de qualité puis de l'évolution, mais aussitôt que notre idée est pas mal faite, c'est que là, on s'entoure de... La plupart du temps, c'est Machinex. Ça, c'est une compagnie de Plessisville, hein? Absolument, absolument. Puis eux autres, ils viennent sur place, ils étudient eux autres, que vous avez. Ils sont, pendant 4 heures, ils m'écoutent parler. Fait que premièrement, c'est une grosse job tout de suite en partant. Faut Puis là, qu'est-ce que tu veux, Junior? Qu'est-ce que vous voulez avoir? Puis tout. Là, après ça, ils prennent des notes. Puis ce qui est intéressant aussi avec eux autres, c'est qu'ils arrivent avec le portable, le logiciel. Puis là, il va avoir un convoyeur là, un séparateur là. Puis habituellement, quand il part à la fin de la journée, là, le nouveau projet, il est dessiné. Fait que c'est souvent comme ça que ça se passe. OK. Mais Machinex, en passant... Le président, c'est Pierre Paris. C'est un homme qui est originaire de Thetford. OK. Ouais. Mais toute cette machinerie-là, ça enlève des emplois ou... Oh, ça, c'est vraiment une bonne question. À toutes les fois, depuis que je travaille avec les gens chez Récupération Frontenac, à tous les fois que je démarre un nouveau projet de mécanisation, c'est sûr qu'il y a des craintes. Junior, est-ce qu'on va perdre nos jobs? La réponse, c'est non. Parce que... Je t'expliquais la mission sociale. Dans le cadre de notre mission sociale, si j'intègre la nouvelle machinerie, j'investis dans de la nouvelle machinerie pour diminuer les emplois, j'ai pas compris c'était quoi la mission encore. Fait que ma job, notre travail en soi, c'est de dire on protège les emplois puis on veut faire évoluer l'ensemble de Récupération Frontenac, l'ensemble de sa mission sociale. Fait qu'en intégrant les nouvelles machines comme ça, ce que ça l'a permis de faire, c'est qu'en 2009, on traite 7000 tonnes. Aujourd'hui, je n'en traite 30 000. Fait qu'à toutes les fois qu'on a rentré une nouvelle machine, ça nous a permis d'augmenter le tonnage et ça nous a aussi permis d'améliorer la qualité des produits tout en maintenant les emplois puis d'en créer d'autres. C'est ça que ça a fait. À venir jusqu'à date, là, c'est un succès. Pour passer de 7000 tonnes à 30 000 tonnes, ça veut dire que vous allez chercher de la clientèle pas mal à l'extérieur de la région. Mais il y a des concurrents qui, eux autres aussi, veulent avoir la matière première. Est-ce que vous êtes obligé d'aller en compétition avec ces gens-là? Ben, écoute, il y a deux réponses à la question, là. La première, quand on dit on traite 30 000 tonnes, on est obligé d'aller en chercher ailleurs. La réponse est oui. Si on regarde, en fin de compte, la MRC des Appalaches, ça représente 4 800 tonnes métriques annuelles. Fait qu'on frôle le 5 000 tonnes. Donc, c'est un sixième là, de ce que vous avez recevez. De ce qu'on reçoit, à peu près. On va chercher du stock jusqu'en Abitibi, plus précisément à Amos.
La région de Portneuf, MRC de Portneuf, là, il y a un site de transbo à Neuville. Tout ce qui est Beau-Sud, ça rentre chez nous. Robert Lich, MRC des Appalaches, MRC du Granit, la ville de Mégantic, Plessisville, les Aides-Chemins, j'espère que je n'oublie pas. Mais tout ça, ça fait 30 000 tonnes métriques là, annuellement. Fait que juste Portneuf et Beau-Sud, ça, c'est de la moitié de notre tonnage qui rentre. Fait que si on n'a pas cet approvisionnement-là, on n'est pas en mesure de continuer à développer notre mission sociale. Je redis qu'on fait des projets d'investissement en lien avec l'augmentation des tonnes, mais l'augmentation des tonnes est en lien avec le développement de notre mission. Fait que je tombe à 10 000 tonnes demain matin, là, avec tous les investissements qu'on a faits, ben, écoute, peut-être que je vais avoir des problèmes. Hein? Ça me prend suffisamment de tonnage. Bon. Ceci dit, quand on parle de compétition, en Chaudière-Appalaches, on n'en a pas parce qu'on est deux entreprises adaptées. À Lévis? Il y a à Lévis, qui est une entreprise adaptée, qui est la Société Via, et on se respecte beaucoup. On est dans le même réseau. Fait que on est 6 ou 7 entreprises adaptées qui opèrent des centres de tri dans notre réseau. Fait qu'il n'y a personne qui se fait mal là-dedans, puis il n'y a personne qui est en compétition. On a Godreau qui est à Victoriaville, mais Godreau en soi, il a son territoire à lui, puis il vient pas ici à Thetford pour essayer d'avoir ce tonnage-là. Tu sais, de notre côté, nous, ça fait des années qu'on offrait un prix de traitement à zéro. Fait qu'à zéro, ça nous permettait aussi de signer des ententes de gré à gré. Fait qu'on enlevait toute la compétition. On disait, notre développement, il est quand même bien défini. On a assez de sous pour continuer, en fin de compte, à rentabiliser l'entreprise dans le cadre de sa mission. Bien, on n'a pas besoin de charger rien parce qu'avec la vente du carton, puis du papier journal, puis tout ce que tu veux qui sort comme matière, on est capable on s'auto-suffit. Mais quand il y a eu l'autre crise en octobre 2017, puis que le marché a vraiment planté... Quand les Chinois ont arrêté d'acheter. Exactement. Là, ça a vraiment fait mal, là. Fait qu'on n'était plus capable d'offrir le service à prix zéro. Fait que tantôt, je te disais, depuis octobre 2017, les centres de tri ont fait face à la même crise, tout le monde ensemble. Puis c'est pas juste au Québec, en passant, c'est partout, là, hein. Donc, il y en a qui ont baissé leur tonnage. Mais là, on est arrivé avec quand même de la matière de disponible sur le marché. Fait que moi, ben, j'ai pas augmenté mon tonnage. Au contraire, là, je suis resté pareil. J'avais peut-être la possibilité d'aller chercher peut-être un 5 à 10 000 tonnes métriques de plus, mais je veux pas l'avoir. Même si mon entreprise est mécanisée, je veux pas aller chercher du tonnage puis de risquer de faire de la mauvaise qualité pour rester pris avec mon stock. Fait que je te dirais que la compétition, aujourd'hui, on la sent pas. OK? Même si on va charger de l'argent pour le traitement de nos tonnes, je sens pas qu'il y a de compétition. Ça, c'est... Mais il y en a déjà eu de la forte dans le passé. Si on recule de 10-15 ans, on pouvait vendre du carton à 275 $ la tonne métrique. Bien, c'est sûr qu'il arrivait peut-être des gens qui voulaient bider sur des tonnes un peu partout, mais la qualité au bout n'était pas nécessairement ce que les recycleurs voulaient avoir. Mais on parle d'Abitibi, c'est des gens, c'est pas Fortier qui va en Abitibi chercher le matériel, c'est déjà une compagnie qui est là-bas, qui a une plateforme probablement. En fin de compte, ce qui est intéressant, c'est une belle aventure qui dure depuis 2011 qu'on traite les tonnes de l'Abitibi. Eux, en soi, il n'y a plus de centre de tri. Hein? Il n'y a pas de centre de tri. Là, avant ça, il y en avait un à Rouyn-Noranda, je crois. Mais peu importe. Amos, qui est plus, je te dirais, c'est Sanimos. Okay? C'est une compagnie pareille comme Transport Denis Fortier ici à Thetford, là. Mais c'est eux, en fin de compte, qui ont le contrôle de la collecte sélective résidentielle et commerciale. Et ils ont un site de transbo. Puis dans ce site de transbordement-là, eux autres, ils donnent toute la matière, ils ont une grosse presse, puis ils mettent ces matières-là en ballot, et ça descend ici à Thetford avec un dry box, puis c'est un poids de 30 tonnes métriques à peu près. Ça, c'est tout mélangé? C'est tout ce que... Le papier vert, c'est ton bac bleu au complet qui a passé dans la presse, puis que nous autres, quand ça arrive, on coupe les broches, on brasse la matière, puis on la pose dans nos lignes. Mais le verre doit être éclaté, ça? Non, ben oui, le verre est éclaté. Mais là, le verre, il se fait tamiser dans nos procédés, puis il sort à l'extérieur. Puis le verre, vous l'envoyez où maintenant? Nous, on l'envoie chez SDF Abrasif. C'est pour ceux-là qui ne connaissent pas, le groupe Bellemare. Là. Souvent, vous voyez les transports d'éoliennes, là. Mais c'est le groupe Bellemare, les camions orange, là. Ben, eux sont aussi spécialisés là, dans la transformation là, du verre pour en faire du sandblast, là, genre. Okay. Ou du sable de filtration pour les piscines. OK. Puis là, avec le projet de loi 65,
dans ce projet de loi-là, on envisage de faire la récupération, entre autres, des bouteilles de vin qui sont l'apport le plus important de verre que vous avez. Mm-hmm. Est-ce que ça peut vous causer un préjudice? Ben, écoute, premièrement, on n'est pas en mesure de prendre ces décisions-là. En entrée de jeu, ce que je te dis, c'est qu'on va vivre avec les décisions qui vont être prises. Si les centres de tri peuvent jouer un rôle dans tout le processus de décision là, qui vont être mis en place, si on peut être un acteur, soit dans la collecte ou recevoir cette matière-là, bien, on ne sait pas où est-ce qu'on se dirige trop. Chose certaine, c'est qu'on est conscient que la bouteille, quand tu la mets dans le bac bleu, puis qu'elle rentre dans le camion compacteur, quand elle arrive au centre de tri, ben, elle n'est pas toujours en bonne santé. Elle n'est pas recyclable. Fait que moi, je rassure tout le monde, c'est sûr et certain qu'on n'embauchera pas de personne pour venir coller les morceaux, parce que premièrement, on ne les retrouvera jamais. Okay? Fait que ça, là, on n'est pas là, pas en tout. Ce qui peut se passer chez nous, ce que je vois, OK? Puis c'est vrai, c'est peut-être juste une perception des choses, c'est qu'à travers notre 14 % de verre, parce que c'est ce qui rentre dans le centre de tri, c'est ce que j'envoie chez mon recycleur, bien, à travers ce pourcentage-là, si on met une consigne sur les bouteilles, c'est sûr et certain qu'on va baisser peut-être de 8 %. C'est ce qu'on s'attend. Donc, en fin de compte, il nous resterait peut-être un 6 % de verre, parce que le pot de bête, là, il va toujours rester dans le bac. Ouais. Tu sais, vous pouvez pas le mettre dans les vidanges. Puis lui, je pense pas qu'il le consigne. Mais encore une fois, je le sais pas. Mais si je reçois juste le pot de bête, ce qu'il faut imaginer, c'est que nous, on a un procédé depuis 2017, mars 2017, qui va nettoyer le verre. Mais ce que je fais, en fin de compte, c'est que je viens de sortir 8 % de ma matière première, qui est la principale. Mais l'ensemble de mes contaminants, comme du papier déchiqueté, puis des fourchettes, puis des brosses à dents, puis tout ce que je ne veux pas recevoir, en fin de compte, tout ce qui se tamise puis qui se mélange avec mon verre, mais lui, ce volume-là n'a pas changé. Il va toujours rester le même dans mon procédé de tamisage. Mais en plus, ben, je viens de baisser 8 % de mon volume de verre. Fait que tu peux t'imaginer que je vais me ramasser avec une matière en bout de ligne qui est beaucoup plus contaminée. Parce que je ne proviendrai pas à tout la nettoyer. Mm-hmm. C'est comme si maintenant, il faudrait que j'enlève mon verre de mes résidus, au lieu d'enlever mes résidus de mon verre. Fait que j'ai hâte de voir ce que ça va faire, mais comme je t'ai dit, peut-être qu'on peut être un acteur important dans tout le processus de décision. C'est à suivre. Écoute, on va s'ajuster. Le métal, lui, est... Y a-t-il encore l'électroaimant qui sort le métal? Oui, absolument. On ne pourrait pas se passer de ça. Parce que le métal, ça représente 2,8 % de nos ventes. Fait que quand on parle de métal, il faut faire attention, là. Pour nous, c'est des cannes de conserve. OK? C'est ce qui passe dans la collecte sélective. Tu as une autre sorte de métal qu'on dit, c'est des métaux en vrac qui peuvent être du cuivre, du brass, des pièces d'aluminium, peu importe. Ça, c'est des matériaux qui rentrent dans le bac bleu, puis que des fois, on ne veut pas nécessairement avoir. Parce que ces matières-là, des fois, elles sont gros. Je te donne l'exemple, un disc-brake d'auto, hein, un frein à disque. Mais quand ça rentre, quand quelqu'un met ça dans le bac bleu, puis que ça rentre dans notre procédé, puis que mes prétrieurs n'ont pas réussi à le capter parce qu'il est en dessous de tout cet amas de matière-là, quand il arrive dans mon séparateur, il peut briser de quoi? C'est parce que c'est une pièce qui est lourde et qui peut faire des dommages. Okay? Ça dépend de la grosseur de l'objet. Fait que ceci dit, ça représente tous ces métaux-là, 1 %, plus mon 2,8 %, on frôle le 4 % d'acier qui rentre dans le centre de tri. Toutes les cannes de bine font l'objet d'un traitement mécanique, c'est-à-dire qu'on a un électroaimant. Fait que c'est un aimant avec un convoyeur magnétique. Puis on va extraire les cannes de conserve pour les envoyer dans une réserve avant la mise en ballot de ces produits-là. Ça, c'est vendu ici à Thetford dans les fonderies, non? Non, ça s'en va chez Mittal Firuni à Contrecoeur. OK. Une raison particulière ou... Ben, je peux pas. Écoute, je pense que la plupart des centres de tri envoient ça chez Mittal. Okay. Qu'est-ce qu'ils font avec ça? C'est sûr et certain qu'ils ne font pas du papier, là. Ils font de l'acier, mais je peux pas te dire là, pourquoi que eux ils ont vraiment un grand intérêt de le prendre. Puis les plastiques agricoles, maintenant, est-ce que... On le prend pas. Vous le prenez pas du tout? On le prend pas. Il n'y a pas de marché pour ça, là, okay. Premièrement. Puis l'autre affaire, c'est qu'on ne peut pas penser de mettre ça dans le bac bleu ou de mettre ça dans des conteneurs là, pour que ça rentre dans notre centre de tri. C'est des plastiques qui sont quand même volumineux. Puis
c'est une job. Trier chez nous, là, tu sais, on parle pas beaucoup de nos employés depuis le début. Là, on parle de la mission sociale, oui, on parle de machines, mais le travail que les gens font à l'intérieur du centre de tri, là, c'est remarquable. C'est très remarquable. Fait qu'imagine-toi que ces gens-là, déjà, qui ont une difficulté à prendre certaines matières qu'on veut pas qu'ils soient dans le bac bleu, puis là, on s'en va leur donner des grosses pièces de plastique à corps long, puis commencer à tirer là-dessus. Écoute, ça fait pas de sens. Moi, personnellement, je pourrais pas faire ça, là. Tu sais, je pense qu'il n'y a pas un homme sur Terre qui voudrait faire une job de même. Fait qu'on n'en veut pas. Puis l'autre affaire, c'est que si on n'est pas capable de faire la captation manuelle de tous ces grands plastiques-là, bien, ça va passer tout droit, puis ça va se ramasser dans nos séparateurs, et là, il va y avoir des arrêts de production. Ben, ça va coûter cher, là. Oui, ça va comme embourber la machine. Voilà. Monsieur Saint-Cyr, oui. On a pratiquement terminé. Est-ce que vous avez un message à lancer à la population? Oui, je dirais à la population, merci beaucoup pour tous les beaux gestes que vous posez. Parce que quand on regarde de façon générale, les gens s'intéressent de plus en plus à la récupération. On reçoit chez nous, souvent il va y avoir un camion qui arrive, c'est de la belle matière. Fait à tous ceux qui posent ces beaux gestes-là, puis qui consultent la charte de Recyc Québec, pour être certain que ces matières-là vont dans le bac bleu, bien, continuez à travailler pour nous, continuez à travailler pour la planète, puis on apprécie. Puis ce que je dirais, c'est que aux gens qui font moins attention, c'est qu'on vous apprécie pareil, mais essayez de redoubler d'efforts pour l'année 2021. Vous allez nous rendre, je dirais, un fier service, puis on le sait que vous êtes capable. Je pense qu'il y a tellement de choses qui ont sorti, que les centres de tri à m'amener, là, ils se débarrassaient de le produit, puis d'envoyer ça au site d'enfouissement. C'est toutes des choses qu'on entend, puis c'est de l'horreur pour moi, ça, là. Il n'y a pas un centre de tri qui a la capacité d'enfouir des matières, là. OK? Mais grâce à tous les efforts des citoyens, moi, j'ai la conviction que d'ici les prochaines années, on s'en va vraiment dans la bonne direction. Puis, Récupération Frontenac qui est là pour vous servir, puis bien vous servir. Puis, merci encore. Mesdames, Messieurs, vous avez eu la consigne de M. Saint-Cyr pour la Récu. Mettez-la en pratique. Alors, je vous remercie de votre écoute et à la semaine prochaine.